donc je rebondis sur la problématique pour te coincer un petit peu. Est-ce que c'est une affaire... Salaud. Tu es là pour ça, hein. Tu es là pour ça. Le vendredi 31 janvier 2025, Réciproche a organisé un match philo au groupe d'entraide mutuelle de Parentis sans bornes, l'espace GEM. Dans les rires et la joie, 8 participants, répartis dans le camp du oui et le camp du non, ont débattu pendant 2 heures sur cette problématique. Le bonheur dépend-il de la chance? Animation, Florian Cabessas. Enregistrement, Guillaume Dessieux. Il faut d'abord définir qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que la chance. Est-ce que le bonheur concerne la santé? Est-ce que ça concerne les rencontres, l'argent, l'amour? Idem pour la chance, d'ailleurs. Le bonheur et la chance, c'est différent selon chaque individu. Puisque qu'est-ce qui rend heureux quelqu'un et qui ne rend pas heureux un autre, éventuellement? Et la chance, c'est le hasard, ou il faut le saisir, il faut la saisir, je veux dire. Mais bon, et est-ce qu'ensuite ça peut rendre heureux? Oui, je pense, si vraiment on sait s'en servir, on va dire. Je pense qu'il faut faire des actions pour qu'il puisse se mettre en place, le bonheur. En fait. Il faut être actif. Aller chercher des actions. Il ne faut pas rester... ça ne peut pas forcément tomber du ciel tout seul, quoi. Donc ce que tu veux dire, c'est est-ce que donc, le bonheur se trouverait quelque part et il faut aller à lui? Ou est-ce que c'est nous qui créons le bonheur? Est-ce que le bonheur pour toi est déjà là, présent, et c'est à nous d'aller le chercher? Ou est-ce que c'est nous, par nos actions, qui créons notre bonheur? Je pense que dans une grande partie, c'est par nos actions qu'on crée les éléments pour que le bonheur arrive. Voilà. Donc là, on a un premier argument qui est très très bon. Est-ce que, je sais que Tom avait dit, je vais attendre qu'ils affirment des choses pour... La bonne équipe, là, c'était notre argument, ça. Parce que du coup, si on doit mettre des choses en place pour atteindre le bonheur, ça veut dire que c'est pas vraiment une affaire de chance, quoi. Pour moi, si c'est une affaire de chance, ça veut dire que le bonheur, il est déjà là, il me tombe dessus, j'ai rien fait, il est là, et voilà, il s'en va, et je peux rien faire pour aller le chercher. Ça, c'est pas... Alors que si je mets quelque chose en place, du coup, non, c'est plus une affaire de chance. C'est moi qui vais agir pour aller chercher mon bonheur, quoi. Moi, je pense que la chance, c'est le hasard, et que pour avoir le bonheur, il faut savoir saisir la chance. En fait, c'est ça le plus important. Parce que si on reste confiné, si on n'obtiendra jamais le résultat de la chance, c'est-à-dire le bonheur. Donc déjà, tout à l'heure, il y avait une bonne première approche qui était vraiment le réflexe philosophique par excellence, c'était de définir les concepts, effectivement de savoir de quoi on parle. Donc est-ce qu'on peut éventuellement définir soit l'un des deux concepts, soit les deux à la fois? Donc c'est-à-dire qu'on a quoi comme concept? On a la chance et on a le bonheur. Donc est-ce que déjà on est d'accord sur, par exemple, le bonheur? Se lever le matin avec le sourire. Et pas tirer la tête. Voilà, se dire... savoir qu'on va passer une journée agréable, en opposition au fait que si on se lève et qu'on n'a pas envie de passer cette journée-là, c'est qu'on va pas forcément être heureux. Pour vivre heureux, il faut avoir des projets, moi je pense. Quelqu'un peut très bien faire un road trip dans la nature, être seul dans la nature et être heureux. Ça peut être ça le bonheur, simplement. Mais y en ça dépend à quel degré on le fixe. Est-ce que il y en a le fait il y en a le fait d'être simplement en bonne santé pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, c'est déjà ça le bonheur. Oui. Si on a la santé, c'est énorme. Le bonheur, c'est une réussite sociale, avoir beaucoup d'argent. Ça dépend à quel niveau on le place. C'est ça, la définition du bonheur n'est pas la même. Et chacun est différent. Quand tu dis par rapport à l'argent, mais des fois l'argent ça fait pas le bonheur. Il y a des gens qui peuvent être riches. Ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue quand même. Oui, mais il y a certaines personnes qui peuvent être riches et pas être heureux en fait. Oui, bien sûr. Après, s'entourer aussi des bonnes personnes aussi. Avoir des projets comme disait Michel. Ça c'est super intéressant parce que vous définissez pas seulement des quantités de bonheur, mais vous définissez aussi des modalités de bonheur, c'est-à-dire que est-ce que ce qui rend heureux Maïté, c'est-à-dire le soleil,
le temps doux. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer pour un Ukrainien actuellement qui a quitté son pays, est-ce que lui, ce serait pas, par exemple, la neige, le froid, son froid natal qui lui manquerait? Donc, est-ce qu'on a tous les mêmes modalités de bonheur? Est-ce qu'on accède? Est-ce que les choses nous rendent heureux de la même façon tout le monde? Non. Oui, ouais, je pense aussi, je pense que le strict minimum, c'est d'avoir une bonne estime de soi déjà, de s'aimer soi-même Et avoir confiance en soi. et avoir confiance en soi. Ouais. Et donc, je rebondis sur la problématique pour te coincer un petit peu. Est-ce que c'est une affaire... Salaud. Tu es là pour ça, hein. Tu es là pour ça. Est-ce que, du coup, cette estime de soi qu'on pourrait avoir, elle dépend de la chance ou pas? Est-ce qu'on est tous à égalité pour avoir une bonne estime de soi, par exemple? On n'est pas tous égaux, ça dépend du parcours de vie de chacun. Depuis l'enfance, tout ce qu'il a vécu, voilà, tout ce que chacun a pu vivre, les embûches, le positif, le négatif, et comment on se construit avec ça. Donc là, on a deux, et après je te passe la parole Tom, on a deux visions un petit peu du bonheur, c'est-à-dire que vous avez la vision volontariste, c'est-à-dire il faut aller chercher le bonheur, il faut créer son bonheur. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup actuellement, c'est très contemporain, hein. Cette idée d'aller chercher le bonheur, on est capable de tout, d'aller au-delà de l'impossible, c'est quelque chose qu'on voit, Nike, c'est leur slogan d'ailleurs, je crois. Et on a une autre vision aussi que vous êtes en train d'affiner, c'est la vision aussi un peu plus passive, c'est-à-dire qu'il y a un environnement, c'est ce que disait Maïté tout à l'heure, il y a un environnement. Et est-ce qu'on peut maîtriser tous les paramètres de cet environnement? Donc, est-ce qu'on est tous à égalité par rapport à cette vision du bonheur? On va juste laisser parler Tom et après je te laisse la place, Michel. Parce que moi, j'avais deux choses à dire. Notamment, on peut voir assez régulièrement des systèmes familiaux où les enfants ils vont faire des études en fonction des parents. Que soit parce que leurs parents ont réussi dans un domaine, du coup ils vont essayer d'aller dans ce domaine-là pour avoir la même réussite, soit en opposition aux parents. Voilà, donc est-ce que ou alors pour essayer d'atteindre un objectif que les parents n'ont pas réussi à obtenir. Voilà, donc est-ce que ça va vraiment définir le bonheur de la personne, voilà, qui va plutôt essayer d'aller chercher son bonheur dans le regard du parent. Quand, par exemple, oui, les parents qui... Je parle de la danse, un exemple. Et que les parents n'ont pas réussi à aller là où ils voulaient y aller, et qui poussent les enfants à faire... comment dire, ce qu'eux n'ont pas réussi voilà, à faire. Ils projettent ils projettent leurs échecs, si on peut dire, sur les enfants, en espérant que eux réussiront là où eux ont échoué. Mais des fois, quand les parents poussent à faire quelque chose à leurs enfants, par exemple la danse ou autre, est-ce qu'ils vont être plus heureux en fait? Est-ce que c'est ce qu'ils veulent vraiment en fait? Comme moi, j'ai un exemple. Par exemple, je sais qu'à un moment, j'étais au marché nocturne à Parentis. Et il y avait nocturne à Parentis. Et il y avait des dames qui dansaient. Et ma mère, voilà, elle s'était tournée vers moi, elle me demandait si ça m'intéresserait. Mais elle m'a posé d'abord la question, voir si ça m'intéressait. Et j'ai dit oui, parce que j'adore la danse. Ma grand-mère aussi faisait de la danse, donc voilà. Donc elle m'a pas forcé, elle m'a posé la question. Et c'est moi après qui ai répondu oui ou non. Et j'ai dit oui. Non, moi, je pensais à une autre chanson, une chanson de Maxime Le Forestier. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, ou d'ailleurs. Et ça, je pense que ça résume un petit peu une partie de cette question. Parce que c'est vrai, alors... Est-ce que, justement, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas les trottoirs de Manille? C'est une chance, justement, de ne pas être né sur les trottoirs de Manille. Ce qui m'interpelle quand même, c'est que des gens nés sur le trottoir de Manille ont réussi à monter les échelons, alors qu'en fait... Là, ils n'avaient eu aucune chance à l'origine. Donc, ils ont mis les chances de leur côté. Ils ont mis les chances de leur côté, oui. Okay. Alors c'est très intéressant, on parle de déterminisme en philosophie et même dans les sciences sociales. Donc il peut y avoir plusieurs déterminismes. Il y a le déterminisme familial qui est peut-être le plus... celui qu'on voit le plus direct, effectivement. Et très jeune, on voit même dans le ventre de la mère, il y a déjà l'environnement qui joue
et puis qui peut créer certaines pathologies ou certains réflexes, on va dire, cérébraux. Alors ça se dit pas comme ça, mais en tout cas, voilà, on comprend. Et donc on est déjà, avant même de naître, avant même de sortir du ventre de sa mère, on est déjà conditionné, déterminé par tout un tas de facteurs. Et ce que tu dis est intéressant aussi, c'est une vision très contemporaine qu'on retrouve, c'est cette idée de... Il y a aussi des gens qui sont nés sur les trottoirs de Manille et qui ont réussi à devenir, donc à réussir. Alors ça, on peut mettre l'imaginaire qu'on veut à travers réussir, parce que est-ce que la réussite de quelqu'un, c'est la réussite de quelqu'un d'autre ? On n'en est pas forcément sûr. Mais est-ce que cet exemple, par exemple, donc de la personne qui est sur le trottoir de Manille et qui arrive à être heureux dans sa vie, à réussir, est-ce que c'est un exemple qu'on retrouve beaucoup ? Est-ce que c'est pas aussi un fantasme, peut-être ? Quelque chose qu'on met très en avant dans la société, c'est-à-dire la personne qui a réussi, on le voit beaucoup avec les patrons, par exemple, le self-made man, celui qui s'est fait tout seul. Est-ce que c'est une image, un symbole, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent ? Est-ce que c'est une tendance, donc, entre l'imaginaire, la réalité ? Et du coup, ouais, enfin, moi, j'y ai jamais été, mais on peut voir des reportages où il va y avoir des gens très très pauvres, en fait, qui vont être beaucoup plus heureux que des gens riches. Peut-être parce qu'ils ont appris à vivre avec pas grand-chose. Et du coup, ils ont appris à trouver leur bonheur dans pas grand-chose, alors que les gens qui vont être très très riches, ils vont tendance à vouloir toujours plus et à jamais être heureux parce que le voisin, il en a un peu plus que moi. Du coup, il faut que j'arrive à écraser mon voisin pour être heureux. Ouais, est-ce qu'on peut vraiment être heureux en essayant d'écraser son voisin ? Je rejoins assez Tom, même si on n'est pas dans la même équipe, du coup, sur le fait que on peut être pauvre et avoir du bonheur, en fait, ne serait-ce que par les liens familiaux. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais voilà, l'amour, le fait de se retrouver en famille, ou enfin, voilà. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a aussi et des grands, des petits. Il y a aussi des petits, pauvres et noirs, et pour eux, ça sera très dur. C'est Coluche qui dit ça. C'est Coluche. Ouais, donc pour par exemple, si on a des projets et si ces projets-là, ça peut amener au bonheur. Peut-être qu'en sortant, en rencontrant des gens, à un moment donné, on va peut-être tomber sur une personne qui a les mêmes projets, et là, c'est vraiment une affaire de chance, là. Je sais que j'avais lu il y a un certain temps déjà que, en général, c'était une personne qui naissait dans une classe. Elle avait très peu de chances en fait de sortir de cette classe et que du coup, voilà, elle allait avoir tendance à rencontrer des gens qui étaient dans la même classe et du coup qui recherchaient un petit peu les mêmes objectifs de vie. Exactement, mais c'est exactement ça sur quoi je voulais rebondir, c'est très juste. C'est ce que dans la sociologie, par exemple, on regarde beaucoup les classes sociales, c'est-à-dire voilà, les classes pauvres, prolétaires, les classes plus aisées. Et effectivement, on voit qu'en fait, dès l'enfance, et je pense par exemple à Bernard Lahire, qui est un sociologue de l'école, qui s'est beaucoup intéressé à l'enfant et à l'école, il voit que dès 3 ans, dès 3-4 ans, en fait, la socialisation des enfants, en fait, elle se fait par ressemblance. Donc, c'est-à-dire que moi, est-ce que si je suis pauvre, je suis dans le même quartier que le fils d'Elon Musk ? Voilà, il y a peu de chance. Voilà, il y a peu de chance. Et même l'école, c'était un peu l'idéal aussi républicain à la base, c'est-à-dire que l'école, ça permet de concentrer tout le monde, et puis riches, pauvres, on se rencontre. Mais on se rend compte qu'en fait, des signes de pauvreté à l'école. Je me souviens qu'à l'école primaire, c'était après-guerre, hein, donc on était encore dans ça, quoi. Et il y avait, je ne sais pas si c'était la mairie ou une association qui procurait des chaussures aux enfants pauvres, disons, hein, pour simplifier. Et ces chaussures étaient très déterminées. Enfin, on les reconnaissait le premier coup d'œil. Donc, on savait dans la classe qui portait ces chaussures et qui, donc, avait des problèmes sociaux, quoi. Ouais, puis le bonheur aussi, ça dépend aussi du gap entre sa situation antérieure et la situation actuelle, quoi. Par exemple... il y a une émission, c'était sur les 80 ans de la Shoah, là. Une personne qui est vivante actuellement, qui a une vie relativement ordinaire, entre guillemets, quoi, par rapport à tout le drame qu'elle a vécu avant. Et même cette vie-là, lambda, quoi, enfin, je veux dire,
c'est déjà énorme. C'est ça, c'est le bonheur, quoi. Et alors, du coup, Et pour nous qui sommes habitués, qui n'ont pas vécu tout ça, peut-être qu'on place le bonheur peut-être trop haut. Si on le place trop haut, ben forcément, on sera pas heureux. Et voilà. Deux personnes qui ont le même parcours de vie, donc là, vous parlez de la libération, du coup. Peut-être qu'elles n'auront pas la même exigence de bonheur non plus, ou qu'elles n'auront pas la même vision du bonheur. Peut-être qu'une va se contenter justement de la vie peut-être basique qu'elle a, et l'autre va savourer la vie. Enfin voilà, il y a peut-être une amertume, il y a peut-être des douleurs qui sont là et des blessures qui peuvent pas être vécues différemment que le malheur. Enfin, je sais pas si je me fais bien saisir. Voilà, sur un même parcours de vie, je pense que ça peut être vécu différemment en fait. Selon qui on est, et ça se respecte. Enfin, c'est propre à chacun, je pense. La force qu'on a aussi à se relever de certaines épreuves. Et tu penses que c'est dû à quoi cette différence? Est-ce que tu aurais une idée? C'est quoi? C'est un tempérament qu'on aurait dès la naissance, comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est fabriqué par notre environnement, qui est forgé à travers les épreuves? Mon idée, c'est qu'il peut y avoir un peu de tout, du tempérament, peut-être certaines épreuves de la vie qui aussi ont forgé un caractère et font avancer, ou pas. Il faut aussi apprendre à relativiser dans la vie, en fait. Il peut y avoir des échecs, mais si on a tout misé là-dessus et qu'on n'arrive pas à relativiser, on sera malheureux. Alors qu'en fait, il faut voir aussi à côté tout ce qu'on a. On n'a peut-être pas ça, mais on a plein de choses à côté, quoi. Voilà. Si on se cale uniquement sur ce qu'on n'a pas, ben forcément... Donc là, c'est super intéressant parce qu'on commence à approcher vers la philosophie antique. On va y faire un détour, mais en tout cas, je vois déjà quelques courants là qui se dessinent. Et ce qui est intéressant justement, c'est que j'ai bien envie d'entendre justement le camp du non, parce que vous commencez à amener cette idée que le sujet, nous, le jeu, il peut définir son bonheur, il peut travailler son bonheur, et que le bonheur n'est pas forcément dans l'objet, c'est-à-dire cet objet me rend heureux ou cette situation me rend heureuse, mais aussi notre perception qu'on a de cet objet. Cet objet me rend heureux. Donc est-ce qu'on peut, et ça c'est peut-être un argument un peu pour vous, c'est-à-dire que c'est pas qu'une affaire de chance, on peut quand même aussi nous-mêmes, dans notre tête, définir, en tout cas sculpter une forme de bonheur, quoi. Ça va peut-être rejoindre, mais ça, on a fait un petit tour par le système éducatif tout à l'heure, et moi j'ai envie d'y revenir en fait. On est dans une société qui met quand même très en avant des études scientifiques, et beaucoup moins en avant des études artistiques, en fait. Et malgré tout, il y a des gens qui vont faire des études artistiques parce que, à l'intérieur, ils sentent que ça leur fait du bien, quoi, et que les maths, ils en ont rien à faire, ouais, et que du coup, ils préfèrent la musique, ouais, et du coup, voilà. Et du coup, même si on leur dit que ça va être une voie de garage, qu'ils vont pas gagner d'argent, ils vont quand même y aller, parce qu'au fond d'eux, il y a quelque chose qui leur dit, moi j'ai envie de ça, moi ça me rend heureux de faire de la musique, ça me rend heureux de faire de la peinture. Moi, je dirais quand même au-delà de j'en ai rien à faire des maths, par exemple, il y a vouloir et pouvoir. C'est pas donné non plus à tout le monde d'aller dans tel ou comme l'art, hein. Enfin voilà, c'est pareil, hein. C'est pas donné à tout le monde d'aller plus dans une direction ou dans une autre. Donc si on sait déjà qu'on va se planter, enfin je pense que chacun peut aussi se connaître plus ou moins ou a envie de tester et se plante. Et voilà. Et aussi, effectivement, et aussi l'environnement, c'est-à-dire que, pour revenir encore une fois voilà, dans le trait matériel, mais certaines personnes peuvent se permettre d'échouer parce qu'elles savent qu'elles ont une famille derrière. Voilà, moi, je connais des copains, par exemple, qui ont pu faire plusieurs fois la fac. Moi, ça m'était pas donné. Voilà, si je ratais une fois, c'était au revoir, quoi, parce que mes parents avaient pas les sous, etc. Donc, effectivement, il y a... Au revoir de la part de qui? Qui disait au revoir? Non, mais c'est-à-dire qu'au bout de... Si je ratais ma fac, j'étais obligé de partir parce que j'avais pas les moyens de subvenir à mes besoins. Donc vous avez aussi ce couple-là, volonté, mais aussi le pouvoir, la possibilité, la capacité. Donc c'est très intéressant. Et ça joue un peu dans les deux camps. Donc à vous de le prendre pour... Non, je voulais dire par rapport, sans compter l'aspect réussite, il y a aussi le côté où on peut, je pense, s'affranchir, effectivement, comme tu disais, s'affranchir de la classe et de l'environnement dans lequel on est, dans lequel on vit, et des critères de réussite et même les chemins un peu tout tracés. Aussi de la manière où on peut cultiver son tempérament, sa manière d'être, ce que tu disais. Et je me perds.
Terminé à 100%. Non, mais dans l'idée où on peut cultiver un petit peu son bonheur comme on cultive son propre être sur du long terme, comme sur un fil, sur un chemin, sur une vision de parcours, parce que je pense que s'il y a un facteur chance, il est à la fois dans les conditions de départ, dans les dés, dans le jeu qu'on a au début, et dans ce qui va nous arriver, mais même si on peut impacter sur cet environnement, sur ces rencontres. Tout à l'heure, on parlait de rencontres, c'est lié. Il y a une grosse partie de chance dans une rencontre, mais il y a aussi les habitudes qu'on a prises, les gens qu'on souhaite fréquenter. Donc, il y a encore cette part de volonté. Par rapport à les maths, par exemple, comme disait Tom, moi, je sais que j'étais nulle en maths. C'est vrai que l'école primaire, ça allait. Au collège, 6e, ça allait. 5e, non. Parce que pour moi, c'est vrai que ça a été très compliqué. Parce que, c'était pas évident. Honnêtement, j'avais pas beaucoup d'amis. Je me sentais des fois assez seule, quoi. Ça a été très compliqué pour moi. Le collège, en tout cas. Ça a été très compliqué pour moi. J'ai un CAP. Voilà, mais je pourrais pas faire un bac pro comme à l'école, moi, on m'a dit que je ferais rien de ma vie, que je referais pas ma 3e, que j'aurais pas de CAP. Enfin, voilà. Voilà, j'ai refait ma 3e, j'ai eu mon CAP. Quand j'ai annoncé ça à cet enseignant, je lui ai dit, j'ai eu mon CAP, j'ai refait ma 3e, et il a... Non, il a dit, en fait, je me suis trompée, en fait. Je me suis trompée sur elle, quoi. Et du coup, moi, à l'inverse, j'étais très bon en maths. Du coup, voilà, j'ai fait des études très très loin, le plus loin possible. Et une fois que j'ai fini mes études, je me suis rendu compte que les maths, ça me rendait pas heureux. Et donc du coup, là, en ce moment, je suis en train d'essayer de chercher qu'est-ce qui me rend heureux. Tom, il a de l'or entre les mains, en fait. Et il a de l'or entre les mains au niveau maths, informatique. C'est vrai. Voilà. Surtout à notre Et époque. du coup, ça le rend pas heureux. Donc du coup, il s'en sert pas pour construire quelque chose autour de ça. Je sais pas si je me fais bien. Voilà. Voilà. Donc du coup, il l'utilise pas, en fait. Il a la chance d'être bon en maths, mais il ne l'utilise pas. C'est ça. Voilà. Et moi, il y a une chose aussi que je voudrais évoquer, c'est la malchance. Ça, c'est important aussi. Parce que moi, je croyais être heureuse il y a encore 1 an et demi. Et puis la malchance venant, voilà, ça a influé sur ma qualité de bonheur, si on peut dire. Dans le milieu artistique, par exemple, il y en a qui travaillent beaucoup, qui s'investissent beaucoup. Et puis, par exemple, il peut y avoir une personne, une rencontre, une personne qui dit à cette personne, moi je veux bien te donner ta chance et de se lancer. Donc c'est voilà. Ma question, c'est est-ce que le bonheur se cultive ? Alors je pense que oui, ça se cultive. Mais il peut y avoir parfois dans la vie des choses qui nous tombent dessus et où du coup, même si on le cultive, le bonheur peut se casser à tout moment, en fait. Moi, je vais continuer un peu là-dessus, où on avait commencé à parler de ceux qui voulaient faire de la musique, qui partaient de nulle part et qui sont arrivés tout en haut. Et on voit quand même assez très régulièrement des reportages à la télé sur des artistes, des chanteurs qui sont allés très très haut, en fait, qui sont reconnus mondialement, mais qui se sentent au fond extrêmement seuls. Parce que voilà, ils vivent de leur bonheur, de la chanson, mais ils n'avaient pas forcément envie de subir la célébrité. Donc ce que tu dis, c'est que parfois on espère des choses, c'est-à-dire qu'on a notre bonheur, on l'a imaginé, on l'a conceptualisé, c'est ça. Mon bonheur, c'est d'être riche, célèbre, d'avoir toutes les femmes à mes pieds. Et en fait, une fois qu'on réalise ça, en fait, ça nous rend pas heureux. Voilà. Donc est-ce que c'est le fait d'avoir expérimenté et en fait on s'est dit ah ouais, j'avais peut-être mal vu la chose, ou alors on peut aussi imaginer, et là on va chez les philosophes un peu plus antiques, qui sculptent le désir et qui disent une fois que notre objet du désir il a été assouvi, l'homme il est fait de telle manière qu'il a encore un désir. Par exemple chez Épicure, dans les philosophes, t'allais en parler ? Pas d'Épicure. Les philosophes antiques. Et il y a cette idée-là, effectivement, que le désir, c'est une bonne chose, parce que c'était pas toujours le cas. Philosophie antique, il y en a qui, le bonheur pour qui c'était vraiment d'autres conceptions, ou même, on a vu après avec la naissance du christianisme, où
voilà, le bonheur c'est différent quand même. Hein. Le désir, c'est des choses un peu comme ça, mis de côté, hein, un peu sales, un peu tabou. Mais Épicure dit ça justement. Il dit on a des désirs. Alors c'est très bien d'avoir des désirs, mais encore faut-il avoir les bons désirs. C'est-à-dire qu'il y a des désirs vains. C'est-à-dire que le désir de choses qui ne pourront jamais arriver. Par exemple, Tom peut avoir le désir de pouvoir voler. Et il va chercher dans sa vie à creuser pour essayer de voler. Si je creuse pour essayer de voler, ça... Oui. Mais effectivement, on est dans un désir vain. Donc effectivement, parce que tu dis, par exemple, c'est aussi pour amener de la contradiction, tu dis, il faut avoir un projet. Mais si Tom, du jour au lendemain, se met à avoir le projet de voler avec ses mains. Hein. Est-ce que ça va forcément lui amener du bonheur? Parce qu'on sait, nous tous, on va voir, il est devenu un peu fou tout d'un coup, il veut voler, on va tous s'apercevoir que il va pas trop y arriver. Donc est-ce que ça va le rendre heureux d'avoir ce projet-là? Donc on a ces formes de désirs et on a donc ces désirs vains. Et il y a des désirs aussi qui sont un peu plus petits, qui sont les désirs un peu plus modestes qu'Épicure recommande, c'est-à-dire d'avoir du plaisir en mangeant, en rencontrant des gens, etc. Toujours modestement, parce qu'il y a aussi, et on en parlera, trop de désir aussi, ou trop d'assouvissement du désir. Si on mange trop, si on boit trop, est-ce qu'on n'atteint pas une forme de malheur aussi? Donc est-ce que, voilà, on a tout ça. Donc c'était juste pour amener un peu de contradiction par rapport à ça. Exactement, ouais. Est-ce qu'au final, du coup, on se trompe pas sur l'idée un peu, en idéalisant, en figeant une représentation du bonheur comme si c'était un état qu'on pouvait atteindre et comme si ça allait arriver en remplissant certains objectifs? Parce que, moi, ça me fait penser il y a quelques années, j'ai eu un burn-out. J'ai connu un burn-out, une période professionnelle compliquée. Et en fait, la vraie leçon qui en est ressortie, c'est le côté où ce qui est plus important, c'est un peu cliché dit comme ça, mais ce qui est plus important, c'est plus le chemin qu'au final cet objectif, cette arrivée. Parce qu'il y avait une idée d'arriver quelque part, je pense dans le cinéma, dans l'art ou autre, ce qui m'intéressait, d'arriver quelque part et au final... je me rends compte que c'est plus intéressant, quand je parlais tout à l'heure de cultiver, c'était plutôt de cultiver le présent, cultiver ce qui m'intéresse sur le moment. Et je pense que, effectivement, de fixer des objectifs et de se dire ma condition va changer, je vais être heureux quand j'aurai atteint ça, je pense que ça, c'est un leurre. Et je sais pas, la nature humaine est complexe et je pense qu'on change aussi en fonction de ce qui nous arrive, de ce qu'on veut et des événements qui nous arrivent aussi ponctuellement. Et puis des fois, on n'est pas conscient de son bonheur. Par exemple, on peut être avec quelqu'un dans la vie, tout ça, avoir une vie normale et tout ça, sans que ça soit exaltant forcément. Mais le jour où cette personne... Et puis si du jour au lendemain, en fait, cette personne n'est plus là, et qu'on ressent la perte, et c'est à ce moment-là, qu'on s'aperçoit que le bonheur était là, mais qu'on n'en était pas conscient forcément. Par rapport à ça, est-ce que du coup, le bonheur, au fond, c'est pas l'absence de malheur, justement, c'est pas la conscience de... c'est pas de moi. C'est Schopenhauer. Mais ça c'est un peu facile de prendre une définition et puis de dire tiens, si je sais pas définir le bonheur, je veux dire que c'est pas le malheur et puis du coup je laisse les autres définir le malheur. Ça c'est limite comme pensée, je pense, mais il y a le côté où effectivement c'est quand on se pose pas la question du bonheur, peut-être qu'on est heureux ou du malheur. Mais effectivement, ça c'est limite intellectuelle. Pour rebondir donc par rapport à ce que tu disais Guillaume sur l'absence de malheur, alors, c'est très juste, ça peut être Tom, t'as formulé une critique qui aurait pu être faite à l'époque, il y a aucun souci. Alors ce sont aussi des méthodes d'expérimentation, des fois quand on n'arrive pas à définir un objet, on essaie de trouver d'autres moyens, parce que voilà, il y a des objets qui fuient un petit peu comme ça. Mais par rapport à l'absence de malheur, les antiques, notamment les stoïciens, donc c'est une école de pensée antique qui était justement concurrentielle à celle de Épicure, dont on a parlé tout à l'heure, pensaient justement que le bonheur, c'était l'absence de malheur, l'absence de souffrance. Et ils parlaient d'ataraxie. Voilà. Donc en fait, l'ataraxie, c'est cette idée que le bonheur, c'est pas un état exaltant, voilà, je suis rempli de bonheur, je pétille, c'est plutôt je ne souffre pas. Voilà, au quotidien, je ne souffre pas, je ne suis pas malheureux. Et ils estimaient justement, ces stoïciens-là, que c'est par le regard qu'on a sur les choses, c'est notre jugement en fait sur les choses qui fait qu'on est heureux ou pas malheureux. C'est-à-dire que je ne suis pas malheureux parce qu'il fait froid,
je suis malheureux parce que je me dis, j'ai froid donc je suis malheureux. Et je vais attraper un rhume. Et je vais attraper. Et ça, c'est très juste parce que c'est une contradiction qu'on peut faire aujourd'hui avec même les psychosomatismes, etc. C'est de dire que bon, c'est bien beau la puissance du vouloir, mais il y a aussi quand même des conditions physiques, matérielles qui font que, bah oui, on tombe malade, etc. Mais en tout cas, les stoïciens avaient cette idée-là de c'est mon jugement sur la chose qui fait que je suis heureux ou pas. Donc cette idée de sculpter, vous y étiez tout à l'heure, cette idée de sculpter mon propre bonheur par mon regard sur les choses. Je trouve ça super chouette. Ce matin, on a fait une quiche au thon. Maison, pâte faite maison. Et du coup, on se disait, ça fait longtemps les uns et les autres qu'on n'en a pas mangé, mais punaise, c'était super bon, quoi. Et c'est un truc c'est tout simple. Ça reste un bonheur très, très accessible et très basique. Et je me dis, le fait, par exemple, pour certaines personnes, d'avoir un enfant, c'est pas du tout le même bonheur. Voilà. On le met pas sur le même plan. Le désir ou l'avoir, une fois qu'il est là, voilà, une fois qu'il est là, c'est pas du tout le même bonheur que d'avoir fait une quiche au thon. Enfin, voilà, pour le parallèle en fait entre les différents bonheurs. Et est-ce qu'on imagine? Oui, c'est vrai que ta quiche au thon, elle te réveille pas quand tu dors. Sauf si tu digères mal. Mais justement, ce qui est intéressant, oui, vas-y. Je voudrais pas. J'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet, en fait. Parce qu'on parle beaucoup de bonheur, mais le lien avec la chance, on n'en parle plus, là. Ah oui. C'est pas évident. Donc c'est intéressant, c'est un très beau recentrage, mais c'est parce que vous voyez que le bonheur, compliqué à définir, parce que même moi, j'allais encore contredire Maïté, enfin, j'allais te demander, le bonheur, c'est quoi, du coup? Tu dis, là, j'ai fait une quiche au thon, je suis heureux, c'est le bonheur, etc. Est-ce que le bonheur, c'est quelque chose de court, comme ça? C'est quelque chose qu'on peut attraper au vol? J'ai fait une quiche au thon, je suis heureux? Ou est-ce que c'est pas un état très long? Je pense qu'il y a tout, du petit bonheur, du long bonheur, du bonheur ponctué par des malheurs. Enfin, je pense vraiment qu'il y a tout, quoi. Tout à l'heure, je voulais dire quelque chose, mais ça est passé. Mais je veux quand même je voudrais y revenir. Lorsque on parlait de Benigni avec La vie est belle et tout ça, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré un monsieur qui avait fait Auschwitz et tout ça, et qui disait que la moindre petite chose, pour eux, c'était le bonheur. Par exemple, le fait de ne pas être pris au comptage, déjà. Et là, c'était une question de chance, puisque finalement, c'était un petit bonheur de la chance. Et puis, ou alors, tout simplement, ils arrivaient à trouver une boule de pain supplémentaire, mais c'était la joie. Et j'en ai déduit, moi, que, en fait, l'homme s'habitue à tout. Parce que dans n'importe quelle structure, si on peut dire, on arrive à se trouver du bonheur. Parler de bonheur pour ce moment-là, est-ce que c'est un mot vraiment qui peut définir ce moment-là? Est-ce qu'on peut parler de bonheur quand même dans un camp? Et c'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse, mais est-ce qu'on peut parler véritablement de bonheur? Parce que c'est quand même un camp de déportés. Quand même, la majorité des gens y mourront. Je pense que cette personne aura du stress post-traumatique, elle aura des traumatismes très importants. Donc est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'un bonheur, ou est-ce qu'on pourrait pas trouver un terme peut-être plus bref, parce que tu l'as dit, c'était tout court. Il a trouvé cette boule de pain, petite joie, ou on peut trouver des mots. Mais voilà, effectivement, exactement. Et c'est là, encore une fois, vous voyez, c'est pour ça que vous êtes beaucoup sur le bonheur. Et voilà, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est que le bonheur, c'est compliqué à définir. Ouais, et du coup, moi, je voulais revenir sur l'absence de douleur, en fait. Mais il y a certaines personnes qui vont chercher leur bonheur dans la douleur. Voilà, ça peut être un peu particulier. Oui, mais ça existe et il y en a qui vont chercher. Voilà. Alors pour nous, c'est un problème, mais pour eux, pas forcément. Voilà. Je veux dire, c'est pas parce que nous, ça nous choque que eux, ça... Et puis ça dépend de c'est pas forcément un dysfonctionnement, parce que la douleur, ça va amener un fonctionnement hormonal. Il va y avoir des hormones qui vont arriver dans le corps, qui vont être sécrétées, qui vont... Mais il y a effectivement... C'est un peu dans l'extrême, ce que tu dis. Alors, ça existe, justement. C'est ça qui est toujours difficile aussi, c'est que la conscience humaine, la psychologie, c'est toujours... il y a toujours des phénomènes très intéressants qui s'y passent. Et je reviens juste sur un mot, c'est jamais une anormalité ou une déviance. C'est des mots qu'on n'emploie plus. En tout cas, dans le jargon médical, etc. En fait, on a des fonctionnements.
qui sont parfois contre-intuitifs, comme notamment le syndrome de Stockholm, effectivement. Ça peut paraître bizarre, effectivement, mais en fait, ce sont des fonctionnements humains c'est un phénomène qui a une cause, c'est une réaction, et donc on ne parle plus effectivement de déviance, etc. Même si certains phénomènes amènent des choses qui ne sont pas positives. Ça peut aussi se retrouver chez les sportifs qui vont faire un effort qui va leur amener des douleurs corporelles, mais qui va leur apporter une satisfaction, notamment tous les champions olympiques. Ils en ont chié pour arriver là où ils en sont, et une fois qu'ils sont sur le podium, il y a quelque chose d'extraordinaire qui doit se passer pour eux. Il n'y a pas que ça. Oui, de ce qui ressort dans les différents exemples là, il y a le côté où on a vu que le bonheur, il est quand même multifactoriel. Il y a ce qui nous appartient et ce qu'on peut pas contrôler, ce fameux facteur chance aussi. Mais ça a quand même l'air, je trouve, d'être au final, c'est un rapport à soi quand même. Ça finit toujours par comment on va pouvoir surmonter entre guillemets ces épreuves, mais sans parler vraiment de réussite ou de volontarisme. Ça me fait penser à ma belle-sœur parce qu'il y a les côtés dit comme ça. Non. Elle n'a pas de prénom. Ouais. Belle-sœur. J'en ai beaucoup, mais vas-y, j'en ai Guillaume, c'est sûr. Donc big up à Nadège. Non, en fait, ça fait penser le côté où ça c'est un peu un retour en arrière aussi sur l'absence pas de malheur mais de souffrance. Où quand je la vois, je doute pas qu'elle est heureuse, et pourtant quand on voit le parcours qu'il faut pour le parcours quotidien, on pourrait croire que c'est semé même, pas seulement d'embûches, mais en fait de souffrance, et donc cette accumulation pourrait mener à du malheur. Et en fait, quand on voit, en fait, je pense que ça renvoie à une notion d'essentiel, dans le sens où tout ce qu'elle fait, qui est quand même, moi, qui me semble parfois insupportable à surmonter, en fait, c'est rien par rapport au bonheur que peut lui amener d'avoir ses enfants, tous les efforts que ça amène. Et du coup, je trouve, ça renvoie à cette notion au final d'essentiel et de qualité et de quantité de bonheur. Peut-être si on a un petit peu de quelque chose qui compte énormément pour nous, ça suffit à pallier toute la quantité de petites embûches, de petites souffrances du quotidien. Vous avez parlé du bonheur comme une chose qui est quand même de votre ressort. C'est-à-dire que même si on avait la contrainte extérieure, il y avait cette idée de créer des projets, il y avait cette idée de se dépasser. Mais est-ce que les autres n'ont pas aussi un impact sur notre bonheur? C'est-à-dire que là, on rentre dans l'existentialisme, donc un courant du XXe siècle, où on s'aperçoit qu'en fait, on n'est pas une chose, une entité comme ça, qui interagit avec les autres, c'est qu'on est aussi le fruit de tout ce qu'il y a autour de nous, et des interactions sociales. Et donc, il y a cette idée, justement, de bonheur, là tu parles de paraître, c'est-à-dire, est-ce que dans le choix, dans notre propre bonheur, dans notre construction du bonheur, on n'est pas un peu parasité, soit par de l'envie, peut-être même de la jalousie. Là, tu nous parles d'envie, mais il y a peut-être aussi de la jalousie, c'est-à-dire, ils ont l'air si beaux ensemble, si heureux. On n'en est pas trop sûr, comme dit Maïté. Et comme dit Tom aussi, il y a cette idée il y a les réseaux sociaux. Il y a quand même toute cette standardisation du bonheur, qui peut être dangereux. Surtout pour les ados. Et c'est surtout cette idée de vous êtes sujet, de votre... mais est-ce que vous n'êtes pas aussi déterminé par ce qu'il y a autour? Parce que, aujourd'hui, si on interroge des gens, il y a 20-30 ans, c'était la belle voiture, c'était la belle maison, mais qui, finalement, est maître de votre bonheur? Est-ce que c'est vraiment vous? Ou est-ce que vous essayez pas d'être dans le mimétisme? Quand je dis vous, c'est moi y compris, je veux dire. Est-ce qu'on essaie de pas d'être dans un mimétisme, dans une chose qui nous pousse finalement en fait à être comme les autres? Donc est-ce que c'est vraiment du bonheur? Est-ce que c'est une illusion du bonheur? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de j'ai pensé des choses, je pensais que j'allais être heureux et pas du tout. Donc est-ce qu'on peut se tromper? Et donc est-ce que c'est toujours une affaire de chance aussi? Je dis moi mon malheur provient d'un deuil, et donc c'est vraiment la malchance, on va dire. Après est-ce que je posais une question, mais est-ce que c'est le deuil, est-ce que c'est vraiment une question de chance, ou est-ce que c'est aussi une question de société dans laquelle on est? Je veux dire, on nous a appris dans nos sociétés que la mort c'était quelque chose qui était douloureux, etc. Il y a peut-être d'autres sociétés, dans d'autres cultures, où la mort est beaucoup plus... n'est pas ressentie comme ça, et que du coup les deuils sont beaucoup plus simples à accepter. Parce que effectivement, selon les cultures, c'est très juste, Tom. Il y a des cultures, par exemple, en Asie, même en Afrique, etc., où en fait le deuil, c'est pas l'enterrement et c'est pas le smoking noir, le blazer noir. Au Mexique, par exemple, effectivement, donc il y a effectivement de la joie,
Alors je pense aussi, voilà, il y a quand même une universalité dans l'être humain. Je pense qu'il y a aussi de la tristesse, bien sûr. Mais en tout cas, il y a une manière de célébrer la mort qui est complètement différente. Et tu as tout à fait raison. Effectivement, peut-être que dans une autre culture ou avec un autre parcours, ce deuil, tu le vivrais autrement. Alors ça, voilà, il y a que toi qui peux le savoir. On peut même pas le savoir finalement. L'homme ou la femme est très complexe. Enfin, ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre, et voilà. Alors même si, je vais te poser une question, ça c'était aussi un autre axe tout à l'heure, on a dit les autres peuvent avoir un effet sur notre bonheur, mais est-ce que nous, en propageant notre bonheur, en essayant de le créer chez quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un a parlé de sacrifice tout à l'heure, il a dit il y a des personnes qui prennent du bonheur à en donner. Est-ce que, et oui, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est aussi... on peut concevoir le bonheur comme une chose qui se crée collectivement. Il y a tout simplement un vieux dicton français qui dit « Le plaisir de donner vaut mieux que celui de recevoir ». C'est tout bête, et ça existe dans la culture française. Mais après, est-ce qu'il ne va pas y avoir des personnes qui vont essayer de donner, en espérant qu'ils aient quelque chose en retour, en fait? Non, c'est pour eux. Oui, non, mais il y a des personnes qui vont être heureuses de donner, mais il y en a peut-être aussi qui vont se dire, moi, je vais essayer de donner du bonheur en espérant, en fait, en recevoir, en fait. Mais après, c'est quoi aussi donner et c'est quoi recevoir? Est-ce que quand je donne, d'une certaine façon, je ne suis pas en train de recevoir, et quand je reçois, est-ce que je ne suis pas en train de donner? On peut construire l'environnement du bonheur. Est-ce qu'on est toujours le sujet de son environnement, ou est-ce qu'on ne peut pas le construire aussi, cet environnement? Parce que vous avez parlé de soit subir l'environnement, le déterminisme, soit le dépasser, donc une sorte de volontarisme, de dépasser le cadre, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi le construire, ce cadre? Carole, tout à l'heure, disait qu'il faut s'entourer aussi de bonnes personnes. Oui. Est-ce que si on s'entoure de personnes qui sont dans le bonheur et qui propagent du bonheur, on n'a pas plus tendance à être dans cette dynamique-là et être dans le bonheur, que d'être entouré de personnes qui ne sont pas heureuses, qui sont négatives, etc. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu une spirale? C'est ça mon truc, voilà. Moi, je voulais, lorsque j'ai eu le grand malheur là, donc, que j'évoquais, je me suis dirigé vers une association, justement, qui était censée me remonter. Et en fait, c'est tout le contraire qui est arrivé. Du coup, je suis venu ici. Et c'est vrai que je n'en parlais pas du tout, ou très peu. Alors que lorsque je suis allé dans cette association, tout le monde ressassait son malheur, etc., etc. C'était impossible à vivre pour moi. Mais il y en a qui viennent là-bas depuis des années et des années, et qui en ont besoin. Et donc c'est vrai, effectivement, le bonheur, c'est vraiment très, très, comment dire, chacun a sa façon de le gérer, si on peut dire, et le malheur également. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Michel, sur le deuil. Et en fait, ça me faisait questionner du coup sur la pérennité du bonheur, en fait. Dans le sens qu'elle est... En fait, c'est un peu fataliste, mais le côté vu dans l'entièreté d'une vie, au fond, est-ce que c'est pas un peu vain de penser qu'on peut atteindre un bonheur durable? Ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se focalise le prisme de la vie, on va dire, si notre raison de vivre, en fait, c'est de chercher le bonheur, de tout regarder par ce prisme-là, au final, je pense qu'on voit toutes les petites tâches au tableau, et bon. Ce podcast vous a été présenté par l'association Réciproche. Retrouvez l'ensemble de notre travail sur notre site internet réciproche.fr.